Entre 1420 et 1450, les sculpteurs, mais aussi les peintres florentins, entreprennent une véritable révolution dans leur système de représentation. Il s'agissait de créer, à la surface de leurs tableaux, une illusion convaincante de tridimensionnalité et de profondeur grâce à la perspective dite linéaire ou géométrique, auquel un excursus de ce cours est spécifiquement consacré. Ce modèle de perspective monofocale sera mis en pratique par tous les peintres de la Renaissance et deviendra la forme de représentation occidentale par excellence. Pourtant, cette révolution optique ne s'est pas faite en un jour et résulte plutôt d'un long processus. Ce cours propose d'examiner et de réfléchir aux différentes étapes de cette élaboration, dont Florence a été l'un des foyers principaux. Entre 1335 et 1342, Pietro Lorenzetti réalise cette Nativité de la Vierge qui constitue l'élément central d'un polyptyque destiné à l'autel du Duomo de Sienne. À gauche, un jeune serviteur annonce la bonne nouvelle au père de Marie, Joachim. Au centre, Anne est dans son lit, tandis que deux servantes au sol donnent son premier bain à Marie. Enfin, à droite, deux femmes apportent des linges et une aiguillère remplie de parfums. Ces trois scènes sont séparées par des colonnes qui ne rompent pourtant pas la continuité et la cohérence de l'espace. Erwin Panofsky, un historien de l'art allemand de la première moitié du XXe siècle, avait déjà remarqué que les deux panneaux de droite étaient unifiés grâce à un traitement et à l'orientation du carrelage. Il s'agirait ici, selon certains historiens de l'art, du premier exemple de perspective linéaire. L'espace y est conçu comme une boîte dans laquelle on retrouve des lignes de fuite, un point de fuite, ainsi que des points de distance. Il serait faux d'affirmer que la formule consistant à rendre compte de la profondeur de l'espace par la représentation d'architecture est complètement inédite. D'une part, il existait avant d'autres systèmes de représentation, rendant ainsi compte de l'espace. Les peintres antiques, et notamment ceux qui ont réalisé les fresques de Pompéi, ont déjà intégré à leurs œuvres le problème de la conception de l'espace, en cherchant à créer des effets de profondeur dont parle Pline l'Ancien dans le livre 35 de son Histoire naturelle, au sujet des peintres réalisant des décors pour les théâtres. Pour représenter l'espace et la tridimensionnalité de l'architecture, ces peintres romains utilisent toutefois des volumes relativement simples et plutôt empiriques. On ne peut pas encore parler de perspective géométrique dans la mesure où le traitement de l'espace n'est pas unifié par des règles simples et cohérentes. D'autre part, on retrouve dans l'œuvre de Pietro Lorenzetti plusieurs éléments qui figuraient déjà dans l'œuvre de son prédécesseur florentin, Giotto. Ce dernier fait partie des premiers artistes modernes à s'intéresser à un rendu rigoureux et naturaliste de l'espace, fondé sur une observation de la nature et une prise en compte du volume des édifices architecturés, réduits à des formes simples. Ainsi, dans ces fresques de la vie de saint François à Assise, les figures occupent une place cohérente dans des décors naturels ou architecturés. Il convient toutefois de souligner qu'ici, pas plus que dans les fresques antiques, les règles de la perspective linéaire ne sont véritablement maîtrisées puisque nous identifions plusieurs points de fuite et non un point de fuite unique. Les mêmes tentatives similaires et constructions géométriques simples se retrouvent dans les œuvres de Duccio. Les choses changent avec les Lorenzetti. Le frère de Pietro, Ambrogio, s'intéresse lui aussi à la représentation d'un espace unifié, comme ici, dans une présentation du Christ au Temple, peinte en 1342, où, pour figurer l'effet de profondeur, l'artiste attache encore une fois son attention à la construction de l'espace géométrique par l'architecture. 2 ans plus tard, Ambrogio peint cette Annonciation, au sein de laquelle Panofsky note la convergence des lignes de l'architecture, ici délimitée par le carrelage au sol, vers un point de fuite unique situé derrière la colonne. Je cite Panofsky. L'importance considérable d'une œuvre, comme l'Annonciation d'Ambrogio Lorenzetti, réside tout d'abord dans la rigueur avec laquelle, pour la première fois, l'artiste force les perpendiculaires visibles du plan de base à converger en un seul et même point. La découverte du point de fuite est pour ainsi dire le symbole concret
de la découverte de l'infini lui-même. En réalité, la nativité est bien le premier exemple rigoureux de perspective géométrique, car, dans le cas de l'Annonciation, l'approche est encore empirique, le dessin du carrelage étant imparfait. Avec la Trinité peinte par Masaccio entre 1425 et 1428 pour l'église Santa Maria Novella à Florence, la maîtrise de la perspective atteint un niveau jusque-là inégalé. Cette fresque représente une chapelle dont le plafond est une voûte en berceau à caisson. 2 colonnes à chapiteau unique encadrent la scène et l'espace fictif. Au fond de la chapelle, 2 colonnes identiques supportent un arc en plein cintre, identique à celui de l'entrée. Toutes les lignes convergent vers un point unique, situé au centre, en bas de la fresque, sur l'axe vertical médian, au niveau du sol, soit au niveau des yeux du crâne placés sous les pieds du Christ. La ligne d'horizon est ainsi placée très bas, à la hauteur de l'œil du spectateur. Dans cet espace unifié et cohérent, Dieu le Père soutient le Christ crucifié, au pied duquel se trouvent la Vierge Marie et Saint Jean. Sur le registre inférieur, les donateurs sont représentés de profil. Conforme au principe du trompe-l'œil, la représentation semble creuser le mur. En 1568, Giorgio Vasari souligne d'ailleurs le caractère illusionniste de la fresque. C'est une voûte en berceau, tracée en perspective et divisée en caissons ornés de rosaces qui vont en diminuant, de sorte qu'on dirait que la voûte s'enfonce dans le mur. Les compositions de Masaccio, structurées par la perspective géométrique, sont ainsi mises au service de l'expression individuelle et collective, des affetti, des figures comme du récit visuel. Il s'agit pour le peintre de créer un espace pictural narratif particulièrement cohérent, comme il le fait également dans les fresques de la chapelle Brancacci dans l'église Santa Maria del Carmine à Florence. Cette chapelle a été décorée pour un riche drapier, Piero di Piuvichese Brancacci, et dédiée à Saint Pierre, le saint patron du donateur, avec lequel il partage son prénom, comme de coutume. La commande avait été passée initialement à Masolino, qui s'associe avec Masaccio pour réaliser plusieurs épisodes de la vie de Saint Pierre. Après la mort de Masolino, Masaccio reprend le chantier, dont les fresques sont achevées après son propre décès, vers 1428 par Filippo Lippi, entre 1481 et 1482. Au registre supérieur, Masaccio peint le paiement du tribut. L'épisode est raconté dans l'Évangile selon saint Matthieu. Le Christ accompagne ses apôtres et aux portes de la ville de Capharnaüm. Pour y entrer, le gablou, c'est-à-dire le gardien de la ville, lui demande de payer un droit. Il dit alors à Pierre : « Va jusqu'au lac, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui montera, puis, lui ouvrant la bouche, tu y trouveras un statère, c'est-à-dire une pièce de monnaie. Prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi. » Le récit se décompose en 3 épisodes, représentés simultanément sur la même fresque. L'ordre donné à Pierre, au centre, la pêche à gauche et le paiement du droit d'octroi à droite. Pierre apparaît ainsi dans chacune des scènes. L'unité spatiale conférée par la perspective tient à la présence de l'édifice à droite, un peu comme dans le bas-relief de Saint-Georges et le Dragon de Donatello, réalisé 8 ans avant. Les lignes de l'architecture, placées sur la droite de la composition, convergent vers un point de centre unique, placé près de la tête du Christ. Il est aussi intéressant de noter que le peintre prend en compte les conditions d'éclairage de la chapelle. La fresque, placée sur la paroi de gauche, est éclairée par la droite, par l'unique fenêtre de la chapelle. La lumière dans la scène figurée semble aussi venir de la droite. Ce souci de faire correspondre lumière réelle et lumière fictive, contribuant à l'unité de l'espace, est particulièrement visible dans la figure du Saint Pierre accroupi. Comme l'explique Michael Baxendale, Masaccio n'innove pas seulement à travers cet usage expressif et narratif de la perspective. C'est aussi sa manière qui détonne, simple, au dessin ferme et au contour marqué, caractérisée par un retour au costume à l'antique et par une réduction de la gamme chromatique que les contemporains de Masaccio décrivent comme une manière sèche et dure, par opposition à la manière ornée ou fleurie de Filippo Lippi, dont nous reparlerons.
Un peu plus tard dans le siècle, un autre artiste s'intéressera de près aux règles et même aux théories de la perspective. Il s'agit du peintre et mathématicien Piero della Francesca, qui réalise entre 1460 et 1485 un traité sur la perspective dans la peinture intitulé « De l'art de peindre la perspective ». Un exemple significatif d'application de cette théorie est la flagellation du Christ, une œuvre de petite dimension, peinte entre 1450 et 1455 pour la cour de Federico de Montefeltre à Urbain, une ville située près de la côte orientale de l'Italie, fameuse pour sa cour qui attire de nombreux artistes. Le tableau est construit selon une organisation rigoureuse, avec un point de fuite central situé, vous commencez à y être habitué, sur la ligne d'horizon. Comme chez Donatello ou Masaccio, la grande maîtrise des règles de la perspective linéaire permet de raconter simultanément deux épisodes en un même espace homogène et unifié. Des colonnes alignées séparent la représentation en deux parties. À gauche, au fond, le Christ est fouetté par les Romains. L'épisode représenté est tiré de la Passion du Christ, juste après son arrestation, en présence de Ponce Pilate. À droite, au premier plan, trois figures, vêtues à la mode contemporaine, semblent discuter. L'identification de ces trois personnages de droite n'est pas évidente et a suscité de nombreuses interprétations. Je ne reviendrai pas, mais vous conseille, si vous êtes intéressé, la lecture d'un livre de Carlo Ginzburg. Distinguer ces deux espaces, qui correspondent à deux temporalités différentes, le temps ancien du Christ et le temps moderne du peintre, est un moyen de faire dialoguer l'histoire du Christ. La scène fonctionne comme un exemplum virtutis, c'est-à-dire un exemple de vertu, pour les contemporains de Piero della Francesca et de Federico de Montefeltre. Par fierté du travail accompli, mais aussi sans doute pour s'impliquer dans le message du tableau, le peintre n'oublie d'ailleurs pas de signer ce dernier. Sur le socle en pierre du siège de Ponce Pilate, une inscription porte la signature latine de l'artiste « Opus Petri de Borgo Sancti Sepulcri », soit « œuvre de Piero de Borgo San Sepolcro », faisant référence au village à l'est de la Toscane où est né le peintre. À partir des années 1470, les vues d'architectes se multiplient en Italie. Les principes de la perspective linéaire y sont désormais maîtrisés par la plupart des artistes et scrupuleusement appliqués, même si certains maîtres font à présent le choix délibéré de s'en écarter quand ils considèrent qu'ils peuvent en tirer des ressources nouvelles. Prenons l'exemple de Léonard de Vinci, qu'on ne peut soupçonner de mal comprendre les règles de la géométrie. Ce dessin de Léonard de Vinci a été réalisé en préparation à une adoration des mages, resté inachevé et aujourd'hui conservé aux Offices à Florence. L'œuvre avait été commandée au peintre par les moines du couvent de San Donato a Scopeto. Les règles et les principes de la perspective sont ici complètement maîtrisés. Sur la gauche, l'artiste place une structure architecturale à portique, tandis qu'à droite, il dessine un temple en ruine. Ce dessin montre bien que l'artiste a commencé par concevoir et dessiner un lieu avant d'y placer les figures. Suivant les préceptes théorisés par Léon Battista Alberti en 1435, il s'agit de créer une scène, un lieu où doit prendre place l'historia, terme utilisé par Alberti pour désigner à la fois le récit à raconter et la composition de figures qui le mettent en image. Néanmoins, remarquons que sur un autre dessin préparatoire, ainsi que sur la version finale de l'œuvre, l'architecture est par la suite relayée à l'arrière-plan. Quelques années plus tard, Léonard s'affranchit encore davantage des règles mathématiques strictes de la perspective linéaire dans la célèbre scène qu'il peint pour Milan. Nous reviendrons plus tard sur cette œuvre. Les lignes architecturales de la pièce se rejoignent en un point de fuite unique situé au niveau de la tête du Christ. Cependant, la table autour de laquelle sont installés le Christ et les apôtres est construite selon un autre point de fuite, ce qui permet de mettre en relief cette table en la plaçant en avant de la perspective. D'autres peintres florentins vont encore plus loin dans les libertés prises avec une technique perspective désormais maîtrisée. C'est le cas du peintre Paolo Uccello, qui effectue toute sa carrière à Florence, à l'exception d'un séjour à Venise. La bataille de San Romano fait partie d'une série de 3 tableaux d'environ 2 mètres sur 3 chacun,
peint entre 1435 et 1460. Ces 3 panneaux étaient vraisemblablement destinés aux 3 murs d'une même pièce. Les 3 scènes commémorent une bataille tirée de l'histoire de Florence, lors de laquelle les Florentins ont remporté la victoire contre les troupes siennoises commandées par Bernardino della Chiada le 1er juin 1432 à la Torre San Romano. Ici, ce dernier représentait désarçonné de son cheval, un événement qui marque symboliquement la fin des combats et la victoire des Florentins. Une nouvelle fois, la mise en espace de la scène permet de distinguer 2 temporalités différentes. Au premier plan est représentée la bataille à proprement parler, avec des chevaux de profil, de face et de dos. À l'arrière-plan, nous apercevons des scènes de chasse. Ces 2 espaces sont traités différemment. Le fond est constitué d'un véritable paysage. Le premier plan, en revanche, est doublement géométrisé, d'une part par l'alternance rythmique des lances parallèles dressées vers le ciel, et d'autre part par le quadrillage au sol, par les lances brisées et enchevêtrées qui structurent le terrain et créent l'effet de profondeur. Tous les éléments sont représentés par le biais de formes géométriques. Les chevaux semblent ainsi figés et rigides, comme des chevaux de bois. Le mouvement désordonné, propre à toute scène de combat, est ainsi figuré par la variété des attitudes. Il est enfin à noter que sur ce véritable damier de lance, des chevaux et des soldats à terre sont représentés en fort raccourci, comme ici en bas à droite de l'image. Ce que l'on appelle raccourci, ou scorpio en italien, est un procédé pictural consistant à appliquer les règles de la perspective à la figure humaine ou à d'autres objets vus en perspective. Il s'agit de les déformer par rapport à la réalité afin de suggérer un relief. Le raccourci permet d'augmenter l'effet de profondeur dans les compositions et de relier l'espace réel du spectateur à l'espace fictif du tableau. Cet intérêt pour les raccourcis, les effets de profondeur et le jeu de correspondance et de structure entre les différents plans se retrouve dans d'autres œuvres d'Uccello, comme ce Saint-Georges terrassant le dragon. L'espace est relativement complexe. La princesse, délivrée par Saint-Georges, est figurée de profil, au premier plan, tandis que le cavalier est peint légèrement en arrière, de 3/4 et en raccourci. Il est relié au premier plan par la lance. L'effet de profondeur est accentué par la présence au sol d'un parterre d'herbe vu en perspective. Un dernier peintre, célèbre pour sa maîtrise de la perspective, mérite d'être mentionné ici. Il s'agit d'Andrea Mantegna. Originaire de la ville de Padoue, il y commence sa formation et sa carrière en fréquentant l'atelier de Francesco Squarcione. Le sculpteur florentin Donatello s'était établi à Padoue entre 1443 et 1453, ce qui a pu jouer un rôle dans la construction de la culture visuelle de Mantegna, qui a sans doute pu admirer le Gattamelata, que nous avons cité dans le précédent épisode, ainsi que le grand maître-autel sculpté de la basilique Saint-Antoine. L'intérêt pour l'art florentin, et notamment celui de Donatello, est d'ailleurs sensible dès les premières œuvres de Mantegna. Alors qu'il a à peine 20 ans, il réalise certaines fresques de la chapelle Ovetari dans l'église des Eremitani de Padoue. La chapelle était dédiée à Saint Jacques le Majeur et à Saint Christophe. La plupart des fresques ont malheureusement disparu lors d'un bombardement en 1444, mais nous les connaissons par des photographies anciennes et des copies. Comme chez Donatello, les scènes s'y inscrivent au sein de constructions en perspective qui suggèrent l'effet de profondeur. Mantegna y applique scrupuleusement les règles de la perspective linéaire. Il fait converger les lignes de fuite centrées sur le point de vue. Le choix d'ornements à l'antique sur les façades reflète l'intérêt du peintre dès le début de sa carrière pour l'antique. Intéressons-nous à 2 fresques en particulier. Dans celle-ci, consacrée à Saint Christophe, la partie gauche représente son martyre. Le géant Christophe est attaché à une colonne. Selon Jacques de Voragine, dont le recueil des vies de saints appelé La Légende dorée a souvent servi de source aux artistes, les flèches tirées sur le saint sont déviées de leur trajectoire. L'une d'elles se plante dans l'œil du roi Samos, ici représenté à sa fenêtre. Saint Christophe dit à ce dernier : « C'est demain que je serai sacrifié. Tu prendras mon sang et tu en feras de la boue. Tu poseras cette boue sur ton œil qui guérira. » Le saint est finalement décapité.
À droite, la dépouille de saint Christophe est représentée en fort raccourci. Elle est tirée par plusieurs hommes. Dans cette autre fresque de la chapelle, saint Jacques est conduit vers le lieu de son exécution. En route, il bénit et guérit un paralytique. Autour de lui, les soldats romains sont stupéfaits par le miracle. Encore ici, le cadre architectural à l'antique prend une grande importance. Les personnages sont représentés en contre-plongée avec un point de fuite situé en bas à droite, hors du cadre. Cet effet donne aux figures un aspect monumental tout en coïncidant avec les conditions de contemplation de la fresque. Vers 1460, Mantegna est appelé à Mantoue où il devient le peintre officiel de la riche et puissante famille des Gonzague. C'est dans cette ville qu'il réalise le décor d'une pièce du palais ducal, surnommée la Camera Picta, c'est-à-dire la chambre peinte, parce qu'elle est entièrement recouverte de fresques. Elle prend le nom de Camera degli Sposi, chambre des époux, à partir du XVIIe siècle, car la pièce a servi de chambre à coucher et de salle d'audience privée à son commanditaire, le marquis de Mantoue, Louis III de Gonzague. Dans cette pièce, Mantegna utilise abondamment un système de raccourcis et de perspective, mais aussi les ressources plastiques de l'éclairage. Les couleurs et les ombres utilisées coïncident avec la lumière naturelle provenant des fenêtres. Plusieurs scènes historiées sont ici pour glorifier le pouvoir politique du prince. Sur le mur nord, c'est la cour qui est représentée sous la forme de ce qui est l'un des premiers portraits collectifs de l'histoire. Le marquis, Louis III de Gonzague, est représenté assis aux côtés de son épouse et de son chien préféré parmi ses familiers. Un messager vient lui remettre une lettre. Conformément au principe de la perspective, la scène étant en hauteur, elle donne le sentiment d'être vue en légère contre-plongée. Par ailleurs, sur le mur ouest, c'est la rencontre du marquis et de ses deux fils avec le cardinal Francesco qui est représenté. Le paysage, peint en trompe-l'œil, donne au spectateur l'impression de regarder au-delà des limites de la chambre. En arrière-plan, on aperçoit d'ailleurs une vue idéalisée de Mantoue. Enfin, les deux autres murs, sud et est, sont peints de fausses tentures de brocart doré. Il fait un quatrième mur, également peint, le plafond, sur lequel est figuré un oculus peint en trompe-l'œil qui ouvre sur un ciel nuageux. Appuyés sur une balustrade, plusieurs personnages se penchent pour regarder à l'intérieur de la pièce, dans notre direction, comme s'ils nous interpellaient de façon ludique et divertissante. Dans cette architecture feinte, Mantegna fait aussi montre de sa maîtrise des règles perspectives, même si les spécialistes ont pu constater que la taille des trois poutis peints en raccourci n'était pas tout à fait cohérente. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette technique de raccourci a souvent été utilisée par Mantegna. Nous l'avons évoqué tout à l'heure au sujet du Saint Christophe, mais nous pourrions également citer une autre œuvre célèbre, peintre à la détrempe vers 1480, le Christ mort. Le thème de la déploration du Christ est très courant dans la peinture occidentale. Pourtant, le peintre choisit un angle complètement inédit, suivant une perspective centrale. Cette composition étonnante et originale rend compte d'une excellente maîtrise de l'art du raccourci par le peintre. Elle permet de mettre l'accent sur les stigmates du Christ et de donner au spectateur le sentiment d'être lui-même dans la pièce où le corps martyrisé de Jésus a été allongé avant d'être enseveli. Comme l'a précisé l'historien de l'art Daniel Arras, Mantegna semble avoir été suffisamment fier de son œuvre pour la signer à 3 reprises. Il y a d'abord la signature publique, présente sur le cartel dédicatoire soutenu par les Putti. En latin, elle renvoie aux ambitions intellectuelles du peintre, qui souhaite se situer dans le prolongement des maîtres antiques et montrer que son art est libéral, digne d'être comparé à celui des mathématiciens et des philosophes. Il y a ensuite la signature privée, présente sous la forme d'un autoportrait, intégré au décor de grotesque. Il y a enfin la signature intime, une espèce d'autoportrait qu'Arras croit reconnaître dans un nuage. Ces innovations ne prétendent donc pas fabriquer un espace naturaliste. Dans son De Pictura, Léon Battista Alberti écrit « D'abord, j'inscris sur la surface à peindre un quadrilatère à angle droit, aussi grand qu'il me plaît, qui est pour moi en vérité comme une fenêtre ouverte à partir de laquelle l'histoire, historia, représentée pourra être considérée. » Pour Alberti, la fenêtre du tableau
encadre donc une historia, une représentation narrative effective. Il s'agit, en y construisant la perspective, de fabriquer un espace imaginaire qui ne prétend pas être une représentation exacte de la réalité, mais qui se situe dans le prolongement du spectateur. Ainsi, comme l'a écrit l'historien de l'art suisse Jacob Burckhardt, l'homme devient le propre acteur de son histoire. Par la perspective, il s'agit aussi d'articuler les différentes parties de l'image à la manière de celles qui composent un discours. Nous évoquerons cet aspect dans le 3e épisode de ce chapitre.